Alors, resituer donc l'intervention, en effet, là, c'est que moi, ma formation, c'est éducateur spécialisé, c'est mon métier, et même si sur l'étiquette c'est marqué chargé de mission, je tiens à mon métier. Donc depuis 1 an et demi, on n'entend pas. Et pourtant, il n'y a pas les enfants. Mince. Celui-là, il marche mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Fais voir, essaye avec celui-ci si ça. Par contre, il faut couper l'autre. Ouais, il est coupé. Mais il marche mieux. Je me laisse là. Alors, on va essayer avec celui-là qui, en effet, je m'entends mieux aussi. Moi. Ouais, ça a l'air mieux. Donc la question qu'on s'est posée, c'est lorsque la dimension de la santé induit un changement de lieu de vie et comment respecter le libre choix de la personne protégée. Parce qu'en effet, moi, j'ai en charge, sur le département de l'Ain, depuis un peu plus d'1 an, le déploiement d'un projet expérimental. Alors ce matin, j'ai entendu parler de commande publique, d'évaluation. Et malheureusement, qui dit projet expérimental, dit projet pas forcément pérenne. Donc il faut aller vite, et c'est tout l'inverse de l'éthique, souvent. Donc ce projet expérimental, il a 3 axes. Donc la coordination des personnes en mesure de protection juridique sur le département de l'Ain, le déploiement d'une instance éthique de la protection juridique, et puis un 3e axe qui est raccroché aussi à ces 2 autres, c'est mieux faire. Alors comme je suis pas issu de ce sérail, je travaille beaucoup sur les représentations, on fait des infos collectives avec des professionnels, avec des usagers, avec des familles. Et c'est intéressant d'entendre le point de vue de toutes ces personnes sur comment ils imaginent la protection juridique. Et puis l'autre aspect novateur de ce poste, c'est que c'est au sein d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui réunit les 3 associations tutélaires du département. Donc quand on parle de fil, on est vraiment sur un fil, puisqu'il y a des cultures, des histoires, des missions qui sont différentes et des territoires. Ce midi, j'étais un tout petit peu frustré de ne pas pouvoir répondre, de participer à l'échange à 12h30 sur l'évaluation de ces situations complexes. Et pas plus tard qu'hier, j'étais en lien avec les 4 juges du département. La question la plus simple qui sort de leur bouche, c'est quelle plus-value à votre action, notamment sur la coordination des situations complexes. Et j'aurais répondu que c'était déjà parfois éviter l'empirement des situations, parce que qui dit situation complexe dit situation non linéaire. Donc parfois on a l'impression que notre action, notamment coordonnée avec les collègues du DAC 01 qui sont là aussi, amène une stabilisation de la situation, mais elle est souvent très fragile, cette stabilisation. Je vais te laisser la parole pour te présenter. Et puis après, Allez, vous m'entendez bien? Mais déjà, moi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Bérangère Martin. Je suis une ancienne stagiaire de l'espace de réflexion éthique. Donc, c'est un stage que j'ai réalisé dans le cadre de mon Master 2, droit de l'enfant et des personnes vulnérables. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré Lilian, parce que j'ai été amenée à travailler sur un sujet qui a fait l'objet d'un article qui portait sur les enjeux éthiques en lien avec les mesures de protection juridique. Donc voilà, j'ai pu à cette occasion échanger avec Lilian. Et puis, donc, depuis quelques semaines maintenant, je suis assistante sociale du personnel. Voilà. Et ce qui est apparu assez vite à notre esprit, à Bérangère et à moi, c'est que dans la protection juridique des majeurs, un des enjeux majeurs pour le mandataire, il est lié à la question du logement du majeur protégé. Et dans différentes questions, c'est-à-dire que je retrouve beaucoup de situations complexes liées au logement et à l'hébergement, et les questions éthiques qui interviennent au sein de que j'ai en charge de mettre en place, mais heureusement j'ai le soutien précieux de M. Pierre Bonjour, c'est souvent aussi lié au choix du lieu de vie, au déplacement d'une personne, au changement. Pourquoi on a travaillé sur cette question? On s'est appuyé, ce matin, Fabienne et Elodie parlaient de la fiche Robert Cléret, on s'est appuyé dessus. On s'est appuyé sur un ouvrage qui est l'éthique du mandataire, qui a été rédigé notamment par la fédération, une des fédérations, la FNAP, et puis sur qui vise à donner un repère pour la réflexion éthique des mandataires, l'intérêt de tout. Donc l'UNAF, la FNAP et l'UNAPI. Donc voilà, je ne sais pas si ce sont des ouvrages ou des documents qui feront encore repère dans 40 ans, comme l'ouvrage de Elich qui a été cité ce matin. Mais en tout cas, ça nous a servi de base à notre réflexion. Et puis,
Pour poser le contexte, on a choisi deux situations. Donc, la première, elle est d'un juriste, Jean Hauser. Donc, il y aurait dans notre patrimoine un certain nombre de choses mobilières et immobilières qui seraient un prolongement de notre personnalité, un pont entre les personnes et les choses. Donc ça nous semblait plutôt bien illustrer le logement. Et puis la seconde, elle est de Christian Gaudin, qui est philosophe. La santé est un élément décisif pour la vie en société. Elle favorise le travail, la réussite, la confiance en soi, et inversement, la maladie diminue la puissance d'agir de celui qui est affecté. Une façon positive de définir la santé serait donc de la déterminer comme puissance d'agir, autrement dit comme liberté. Voilà. Et puis je vais redonner la parole à Bérangère. Donc vous l'aurez compris, la protection juridique, elle est vraiment au croisement du domaine médical et du domaine juridique. Pour faire un petit laïus rapide sur la protection juridique, elle est mise en place quand une personne est dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, donc soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles. Donc ça, c'est prévu par le Code civil. Et pour vous donner peut-être une idée un peu plus précise, en tout cas c'est une source de l'UNAF, plus de la moitié des mesures gérées par les services de la protection juridique des majeurs concernent des personnes qui présentent des troubles psychiques. Donc cette protection juridique permet donc d'assister ou de représenter une personne qui éprouve des difficultés, voilà, à pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux et ou personnels, et là encore c'est très important dans la protection juridique, en raison donc d'une altération de ses facultés mentales, psychiques, cognitives et ou physiques. Et il est impératif que ce cadre juridique soit absolument, en tout cas ce cadre législatif soit absolument respecté. D'ailleurs, ça a été souvent rappelé par la Cour de cassation, qui rappelle que l'ouverture d'une mesure de protection juridique doit être justifiée par la constatation d'une altération, donc empêchant la personne d'exprimer sa volonté. Ces mesures, elles doivent être prises conformément à un triptyque de principes qui sont présents à l'article 428 du Code civil: nécessité, subsidiarité et proportionnalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une mesure de protection juridique, elle ne peut être prononcée que si elle est indispensable, conformément d'ailleurs au CMC, donc le certificat médical circonstancié, qui doit accompagner d'ailleurs la demande de mise sous protection juridique à peine d'irrecevabilité. La mesure doit également être prise si aucun autre moyen légal ne peut pourvoir les situations. Et enfin, cette mesure, elle doit être individualisée le plus possible. Mais alors, quel est le rapport entre le soin et la protection juridique? On le sait, le mot soin ne peut être réduit à une vision purement médicale. D'ailleurs, d'après la Haute Autorité de Santé, c'est un ensemble cohérent d'actions, de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé de la personne. Et la santé, comme le définit l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et donc ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et justement, c'est l'un des enjeux éthiques de la protection. Comment concilier la contrainte qu'induit une telle mesure avec cet état de complet bien-être? Et donc, pour témoigner de cette tension éthique, nous avons donc choisi de vous parler aujourd'hui de la protection du logement de la personne protégée, qui est un droit fondamental. Donc, le logement, en effet, constitue un droit fondamental. On connaît tous la loi de Dallot, qui entre souvent en tension avec la sécurité et la santé de la personne protégée. Donc, cette tension, elle s'articule aussi avec certaines interprétations du droit et ou représentations du métier de mandataire, qui reste un métier quand même très méconnu parce que récent, et dont le cadre d'intervention est parfois interprété de manière inexacte. Le fait d'avoir un toit et de vivre dans son logement en respectant des normes sociales, on va dire assez classiques, l'hygiène et la sécurité, constitue un marqueur de rationalité, d'autonomie et d'intégration sociale. Et puis pour le mandataire, le logement, c'est une préoccupation, on va dire, récurrente, à la fois pour tout ce qui est pratique, budgétaire, etc., dans sa gestion, mais aussi sous l'angle éthique, parce que le logement, c'est le lieu où entre en tension la valeur fondamentale du respect du choix de la personne, et un principe d'action qui consiste à assurer sa sécurité, à agir dans son intérêt, et dans le texte, c'est aussi à le conserver aussi longtemps que possible. Donc le logement peut mobiliser différentes parties prenantes et souvent est cristallisateur de nombreuses difficultés. C'est souvent le dilemme éthique, il intervient souvent, c'est un peu ce qui a été expliqué juste avant nous, c'est le passage entre le logement individuel, avec un cadre, un contexte,
Et puis le logement dit collectif, où par définition il y a un regard social et donc il y a un changement de prisme. Ah oui, c'est vrai que le temps passe vite. Donc le principe de liberté individuelle doit être considéré comme premier Et prévalent dans la hiérarchie des valeurs, c'est la restriction de cette liberté qui doit être justifiée et non l'inverse. Et donc dans les situations dites complexes, c'est très souvent ce respect de la personne qui est mis en tension, suscitant donc des questions éthiques, entre notamment le respect de ses libertés individuelles, mais aussi la non-insistance à personne en danger. Et justement, c'est aussi souvent le cas dans les situations d'incurie où le mandataire judiciaire, et d'ailleurs les intervenants d'ailleurs au sens large, respectent le plus possible le logement et les habitudes de vie de la personne, mais jusqu'à quel point est-ce respecter ou manquer de devoir de préserver la dignité de la personne. Ce qui nous a fait penser à la notion juridique qui relève du code pénal. Je vous passe l'article, de délaissement. Donc le délaissement est un lieu quelconque d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. Et donc les intervenants sur ce type de situation sont confrontés à la question des libertés individuelles et l'injonction du respect des normes d'hygiène et de sécurité dans le cadre du domicile et donc de la vie privée. Cette question est particulièrement sensible du fait du risque d'arbitraire dans la définition de ce qu'est le danger et de la difficulté à fixer des critères stables et qui fassent aussi consensus sur les limites acceptables ou non de la situation. L'autre point critique concernant la question de la liberté réelle de choix de la personne protégée qui est invoquée systématiquement à propos du mode de vie incurique. Non, je pense que c'est une petite erreur de notre part. Du coup, ouais, on va essayer de décrypter un peu cette notion de choix, qui est finalement un petit peu centrale. Donc, ce qui ressort de nos recherches, en tout cas, et de nos expériences respectives, c'est que pour qu'on puisse parler de choix, il faut qu'il y ait plusieurs conditions qui soient réunies. Donc, à la fois une représentation claire de la situation dans laquelle une décision doit être prise, une représentation claire des alternatives entre les différents scénarios qui peuvent se présenter, la capacité de la personne à évaluer les alternatives et en mesurer les avantages, les inconvénients, ou en éventuellement à anticiper aussi les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, et la capacité à verbaliser ou exprimer d'une manière ou d'une autre cette préférence, voire, lorsque les enjeux sont importants, les argumenter. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre de critères importants. Donc il faut concéder que les choix de vie ne prennent pas nécessairement la forme d'une décision à un temps T. Ils s'apparentent à une attitude composée de multiples micro-choix qui ne peuvent pas forcément être amenés à la forme logique d'une sélection entre des points A, des points B, des points C. Et puis sur les situations incuriques, alors les soignants, je pense, pourront aussi renforcer cet argument, c'est qu'il y a quand même à prendre en compte une dimension de souffrance pour la personne qui est quand même à prendre en compte. Voilà. On va peut-être passer aux dilemmes éthiques liés au domicile, qui peuvent se rencontrer dans les différentes instances éthiques. En tout cas, de ma place, c'est un peu ce qu'on rencontre au niveau de l'instance éthique de la protection juridique des majeurs dans le département de l'Ain. C'est comment prendre en compte la vulnérabilité de la personne et en même temps protéger ses droits et libertés. Comment concilier l'exigence de protection de la personne avec l'exigence du respect de son autonomie. Jusqu'où est-il possible de contraindre une personne avec l'exigence du respect de son autonomie, et jusqu'où est-il possible de contraindre une personne pour la protéger. La porte d'entrée qu'on a choisie au niveau de l'instance éthique, c'est une éthique, on va dire, situationnelle, avec une saisine par des professionnels, qu'ils soient issus de la protection juridique des majeurs ou pas. Il peut y avoir des saisines multiprofessionnelles, et quelque part, ça enrichit aussi le regard et de la place dont on parle. Les arguments sont parfois opposés, voire divergents ou complémentaires. Esthétique situationnelle, on l'envisage sous la forme d'une éthique aussi dialogique. C'est important de le penser en termes de et non pas de ou. C'est pas pour
forcément un mode de pensée classiquement sur les situations, par exemple, complexes, opérationnelles. On nous amène souvent à choisir le où et la pensée éthique qu'on essaye de développer. Alors j'ai oublié de le préciser, mais notre instance éthique dans l'un est multidisciplinaire. Il y a des juristes, des avocats, des médecins, des philosophes, des services d'intervention à domicile, la MDPH, des représentants de la protection juridique, ce qui fait qu'il y a cette pluridisciplinarité permet aussi des analyses de situation par différentes portes d'entrée. Le DAC est représenté aussi, j'y pense maintenant. Voilà. Et ce mode de pensée, il n'est pas forcément simple à développer et à entretenir. C'est-à-dire que je vais reprendre un exemple qui nous avait été donné sur une des premières séances. On parle beaucoup pour les personnes protection juridique des majeurs et c'est logique de vulnérabilité, mais c'est comment on peut penser cette vulnérabilité en l'associant à l'autonomie aussi. Vous le disiez ce matin, on a tendance à voir souvent le verre à moitié vide et à regarder la personne, qu'elle soit en établissement, etc., souvent à travers ses incapacités, entre guillemets, et notre mode d'analyser la situation nous fait parfois oublier le quotidien aussi, je pense, les capacités qui restent et la capacité à faire des choix et à être autonome dans certains actes. Moi je parle, on va y venir tout à l'heure sur l'idée du consentement et de l'assentiment, mais j'essaye en tout cas de me mettre dans une posture de consentement, j'appelle ça contextualisé. C'est-à-dire que le consentement intenté, dans un contexte, que ce soit le domicile ou l'institution, il ne serait peut-être pas le même si il y avait un contexte différent. Et si on repose la question 15 jours, 3 semaines après, et ben peut-être que la réponse n'est pas forcément la même. Parce qu'on le sait, il y a des injonctions parfois paradoxales, sociétales, etc. Et que cette pression, finalement, tout au bout de la chaîne, c'est l'usager, en l'occurrence le majeur protégé, qui la ressent indéniablement. Donc voilà, c'était une parenthèse qui me semblait important de faire, et vu que je sais qu'on est contraint au niveau du temps, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de le dire plus tard. Tu as bien fait d'ajouter. Je pense qu'on va passer directement à la petite partie juridique sur la présentation du droit du logement de la personne protégée, pour faire un petit rappel, et après peut-être présenter notre situation. Brièvement, je pense que on va s'organiser au fur et à mesure. Donc, en tout cas, pour le droit de la personne protégée, il y a une vraie protection de son logement. Ça, c'est le législateur. Il se veut aussi très protecteur par rapport au logement de la personne protégée. Et ça, c'est aussi le but que doit respecter, en tout cas l'objectif que doit respecter le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Son but est donc de sauvegarder avant tout les intérêts patrimoniaux, certes, mais surtout personnels aussi du majeur protégé. Et c'est effectivement aussi bien prévu par le Code civil. Il y a 2 articles au final que je peux évoquer pour la protection du logement de la personne protégée. Déjà, l'article 426, le logement de la personne protégée et les meubles meublants doivent être conservés à la disposition du majeur aussi longtemps que possible. Et cette fin de phrase, je pense, est très importante dans le cas de la situation, en tout cas, du majeur protégé, aussi longtemps que possible. Le cadre de vie donc, de la personne protégée, son logement, qu'il soit propriétaire ou non, ses meubles, ses objets personnels et ceux qui sont indispensables à ses soins sont protégés. Ce principe de conservation du logement, pourtant, il n'est pas immuable et il souffre, comme tout principe, d'exception, qui sont bien évidemment assez contrôlées, qui sont contrôlées par le juge. Et voilà. Donc, s'il devient nécessaire de disposer du logement lui-même, des droits sur celui-ci ou sur le mobilier, ou encore s'il est l'intérêt de la personne protégée, il est donc possible de résilier le bail conclu par la personne protégée en qualité de locataire, de conclure un bail sur le logement dont la personne est propriétaire, ou encore de vendre le logement de la personne protégée. Donc cet article 426, il prévoit spécifiquement une exception au principe de conservation du cadre de vie de la personne quand il est question d'un placement en établissement. Et c'est aujourd'hui une question qu'on s'est tous posée. Dans ce cas particulier, l'avis préalable d'un médecin n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement est requis. Le deuxième article dont je peux parler aujourd'hui, c'est l'article 459-2 du Code civil qui pose le principe du choix de la personne protégée de son lieu de résidence.
La personne protégée peut décider de rester à son domicile, de vivre chez un parent ou encore chez un tiers. Mais là encore, cet article est limité avec son alinéa 3, qui prévoit qu'en cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, statue. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'il est possible de porter atteinte aux droits de la personne protégée, de choisir son lieu de vie s'il existe des difficultés constatées. Donc même si effectivement on cherche toujours à favoriser au maximum la volonté, l'autonomie, l'autodétermination de la personne protégée, quand on parle de protection juridique, d'autres éléments doivent nécessairement être pris en compte. Son état de santé générale, sa sécurité, sa situation économique et patrimoniale. Donc l'effectivité des droits reconnus à la personne protégée quant à son cadre de vie se heurte à la raison même au final du prononcé d'une mesure de protection juridique, l'altération de ses facultés et son besoin de protection. Mais alors, comment aborder la mise en œuvre de la protection juridique selon un agir éthique ? L'un des risques éthiques et humains est que chaque acte de la vie quotidienne, voire chaque événement de la vie des individus, qu'il soit petit ou grand, soit réduit au risque qu'il présuppose pour le majeur protégé. Est-ce que tu veux parler du consentement ? Donc oui, c'est vrai qu'il nous reste peu de temps, mais on va essayer de resituer aussi le contexte d'intervention du mandataire, parce que c'était aussi un des objectifs. Donc le mandataire, il a 4 activités clés: informer, communiquer, dialoguer, évaluer, analyser, apprécier, dans le sens de déterminer le meilleur intérêt de la personne protégée. Et ça, c'est un peu transversal: assister, représenter et rendre compte, saisir et alerter. Comme on l'a dit, la place du mandataire, elle reste encore assez inconnue pour l'instant, méconnue ou incomplètement connue, ce qui fait que parfois, dans l'accompagnement, le mandataire assiste à des retraits des autres professionnels parce que les mesures de protection, il peut y avoir un réflexe de retrait des autres intervenants sur la situation. Et puis après, je vais vous citer quelques situations, alors à la fois issues de la coordination des situations complexes et de la réflexion éthique, qui caractérisent finalement à la fois la vie quotidienne des personnes en mesure de protection juridique, en tout cas sur un territoire donné. On a entendu parler beaucoup d'inégalités territoriales dans la journée, et quelques questions qui viennent télescoper la pratique des mandataires. Alors, je les ai reformulées comme telles, mais en tout cas, c'est est-ce sécure de vivre à l'hôtel ou au CHRS lorsqu'on a un dossier DPH avec une préconisation de soins de vie ou maison d'accueil spécialisée? Est-ce sécure pour une personne âgée avec des difficultés de santé, tant physiologiques que psychologiques, de vivre au CHRS faute de place en EHPAD? Faut-il profiter de l'hospitalisation d'une personne pour remettre son logement en état dans le cas de situation d'incurie ou de syndrome de Diogène? Peut-on accepter le choix d'un major protégé en souffrance psychique de dormir dehors plutôt que de solliciter le 115 pour une hypothétique place en CHRS? Peut-on maintenir un majeur en logement autonome lorsqu'il génère des troubles du voisinage de différents ordres du fait de sa souffrance psychique et de son isolement? Vous voyez, les questions, je pense qu'elles existent sur d'autres territoires. On est tous confrontés à des manques de place, à des sorties parfois sèches d'hospitalisation, ça fait aussi partie des choses, à des hébergements précaires par des tiers qui se terminent par des mises à la rue. Et en ce sens, la protection juridique ne protège pas les majeurs. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres dans la société. Faire le 115 pour un majeur protégé et pas trouver de place, eh ben, ça interpelle forcément dans la pratique, mais ça fait aussi partie du quotidien des mandataires. Et puis après, il y a toutes les tensions éthiques qui peuvent exister dans la pratique entre le souhaité et le possible, le désir illégitime de l'individu et l'autorité d'une instance extérieure ou d'une norme sociale, le contexte, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, le consentement contextuel et ou temporel, ou le consentement peut être réversible. Voilà, tout ça fait partie du quotidien du mandataire. Et pour peut-être aussi préciser que les mandataires sont issus de champs professionnels parfois très variés. Maintenant, il existe le CNC, mais parfois à leur prise de poste, ce ne sont pas tous des travailleurs sociaux, donc il y a des cultures différentes aussi qui requièrent des adaptations aussi permanentes dans le quotidien. Voilà.
Je crois qu'on a largement dépassé. Ah non, pas largement. Merci beaucoup. Je crois que vous nous avez bien fait toucher du doigt toute la complexité des situations. Des questions, des réflexions. Ah oui, ça, j'en ai montré. Oui. Marc.